tous, bonjour et merci d'avoir honoré cette invitation. Donc, avant de plonger dans le vif du sujet, je vais d'abord un peu vous présenter CertiTrust. Moi, je me présente Cécilia Mansamou, je suis représentante de CertiTrust au niveau du Sénégal. Donc, avant de démarrer dans le vif du sujet, je vais un peu vous, comme j'ai dit tout à l'heure, je vais un peu vous présenter CertiTrust. Donc, CertiTrust, c'est un organisme d'assistance technique et d'inspection et de certification. Mais au niveau social, nous sommes représentés en tant que CTS Sénégal. Donc, notre marque est la marque CertiTrust de certification pour effectuer tout ce qui est audit de certification, le système de management, des produits de services et aussi des certifications de personnes. Sans oublier, au niveau du Sénégal aussi, nous faisons des formations en QHSE. Donc, pour décliner toutes les opérations selon ces quatre axes, donc, le premier, notre raison d'être. Et la deuxième, c'est la vision. Donc, c'est de devenir leader mondial sur des tests d'inspection de la certification en s'appuyant sur toutes les meilleures compétences méthodologiques et technologiques. Et la troisième, c'est notre mission, c'est de participer à la réussite des entreprises et d'organisations en devenant un tiers de monde de confiance. Et la quatrième, ce sont nos valeurs, la compétence, la responsabilité, la transparence, la confidentialité et l'intégrité. Aujourd'hui, au niveau du Sénégal, nous travaillons avec pas mal d'entreprises comme Kosama, BOA, CO et aussi actuellement, nous comptons accompagner Polychrome. Sans oublier, je ne suis pas seule, je suis accompagnée de Monsieur Fassi et de Monsieur K. En ce qui concerne Monsieur Fassi, il est expert en gouvernance sécurité, continuité d'activité et de management du système informatique. Avec 24 ans d'expérience, pendant des années, il a eu à travailler dans la sous-région, dans la région de l'Afrique du Nord, chez British Telecom Global. Et aussi, il intervient en tant qu'auditeur de certification auprès des organismes de certification, mais aussi auditeur au niveau de CertiTrust. Et en ce qui concerne M. K, donc il est aussi consultant en cybersécurité avec 15 ans d'expérience. Donc, il a eu à occuper pas mal de postes en tant que directeur adjoint de sécurité informatique et aussi chef de projet dans tout ce qui est projet de certification. Et actuellement, il occupe aussi le poste de trainer, donc le poste de formateur au niveau de CertiTrust Sénégal. Sans oublier aussi les formateurs dans pas mal d'universités au niveau du Sénégal, comme UCAD, IMS et aussi IPEM. Donc, sur le slogan, on dit que la cybersécurité n'est pas seulement des enjeux de technologie, mais aussi une question de confiance. Donc, aujourd'hui, nous allons aborder comme sujet sur les bases de la cybersécurité pour les entreprises. Donc, l'objectif 1, c'est de mieux comprendre les causes de la cybersécurité menace au niveau du Sénégal. Et l'objectif 2, c'est de maîtriser l'approche de risque des sécurités de l'information. Et ainsi que l'objectif 3, c'est de proposer des solutions efficaces selon les textes actuels. Donc, pour commencer, je vais donner la parole à M. K qui va présenter la partie 1 sur la présentation des problèmes dans le domaine de la cybersécurité. OK, merci beaucoup Cécilia de m'avoir donné la parole. Donc, je remercie déjà tous ceux qui sont présents ici pour nous écouter afin d'aborder ce sujet-là, qui est un sujet qui me semble très crucial à l'heure où nous en sommes par rapport à la cybersécurité. Effectivement, donc, je vais aborder le premier point. Donc, on va subdiviser la tâche en deux parties. Donc, je vais essayer d'évoquer tout ce qui est problème donc, dans le domaine de la cybersécurité au Sénégal. Et M. Fassi va ensuite nous faire une présentation sur tout ce qui est solutions
qui pourraient être adoptés dans ce sens-là. Oui, donc, tu peux continuer avec les slides. Alors, Cécilia, oui, vas-y. Donc, vous allez voir qu'on va aborder le premier point qui va concerner un peu le top management, d'accord? Donc, qui est un peu le talon d'Achille, donc de la sécurité ici au Sénégal, avec les différentes expériences que nous avions eues, donc à avoir et en côtoyant les différentes entreprises et à travers les différentes missions. Et ensuite, on verra également un autre facteur qui est donc l'insuffisance par rapport aux ressources donc cyber. C'est bon, on peut continuer, Cécilia. Alors, donc, quand on en vient donc au premier point, qui est donc le manque de leadership. Donc, ça, c'est un point qui est on va dire, un point qu'on remarque souvent et même très, très souvent dans les différentes missions ou projets qu'on a eu à piloter, parce que tout simplement, il y a un détachement entre les questions de cybersécurité et le top management. Donc, il n'y a pas donc une continuité donc à ce niveau-là. Il faut savoir que donc quand on parle de cybersécurité, comme on l'a dit dans l'annonce, c'est pas seulement une affaire de technologie. Donc, c'est aussi une affaire de stratégie. Et quand on parle de stratégie, ça veut dire que donc ce sont les décideurs, ce sont le top management, ce sont eux qui justement vont prendre la main donc à ce niveau-là. Et donc, si au niveau du top management, il n'y a pas en fait une certaine compréhension donc dans ce sens-là, donc cela peut faire tout simplement capoter en fait les projets. Et cela a été remarqué par rapport à plusieurs donc des missions auxquelles j'ai eu à faire face. Il y a certains même qui ont eu à tout simplement, qui n'ont pas pu connaître une continuité parce que le top management ne s'implique pas. Je donne un exemple très simple. On avait eu à piloter donc un projet donc ici au Sénégal donc de certification avec une entreprise en local, et à la suite de ça, il y a eu des problèmes parce que tout simplement le top management ne se rendait pas compte en fait du rôle qu'il devrait lui jouer donc dans ce projet-là. Et donc à un moment donné, le projet s'est arrêté tout simplement. Donc, le projet a été repris un peu plus tard et c'était encore toujours les mêmes problèmes. Alors que pendant ce temps-là, un autre projet avait démarré en France où il y avait le top management qui avait pris les choses en main. Même après 2 mois qu'on avait commencé, ou 3 mois même qu'on avait commencé le projet qui était au Sénégal, le projet qui était d'alors en France avait pu donc rattraper en termes de rapidité et d'évolution, avait pu rattraper donc celui du Sénégal et même l'avait un peu plus ou moins dépassé. Parce que tout simplement, en fait, le top management avait compris les enjeux, il était impliqué donc dans les réunions de COPIL et autres, etc. Et donc, ça a donné en fait un tonus donc, à ces projets-là. Donc, et ça, c'est un exemple que j'ai donné, mais ça peut être encore d'autres exemples que je pourrais donner, mais le temps ne nous le permet pas. Donc, on va donc essayer d'évoluer donc, pour voir aussi d'autres problèmes qui peuvent donc surgir donc, à ce niveau-là. Donc, si le top management ne comprend pas les enjeux en termes de cybersécurité, donc forcément, il n'y aura pas de stratégie qui est développée donc, dans ce sens-là. Donc, s'il n'y a pas de stratégie, il va y avoir forcément aussi un manque donc d'une politique qui est assez claire par rapport à la cybersécurité, tout simplement. Donc, ce qu'il faut donc comprendre donc à ce niveau-là, aujourd'hui, la cybersécurité, ce n'est pas un point qu'on prend à part. Donc, elle doit être adaptée donc, par rapport à la stratégie de façon globale. Donc, on voit que donc, ce manque en fait, d'implication par rapport aux différentes comment dirais-je, composants, notamment le top management. Donc, ceci peut poser problème. Mais aussi, ce qu'on pourrait aussi noter donc, dans ce sens-là, c'est qu'en réalité, le top management, il raisonne comme suit. J'investis et il y a un retour d'investissement. Alors, si,
Par contre, par rapport à la cybersécurité, vous investissez dans l'information, vous investissez en mettant en place des technologies et autres, le top management ne voit pas le retour d'investissement donc dans ce sens-là. Donc, alors que ici, ce retour d'investissement en termes de cybersécurité peut être abstrait. Donc, on peut l'évaluer d'une autre manière, mais ce n'est pas certainement avec de l'argent ou avec voilà, le fonds, etc., qu'on va pouvoir donc s'en apercevoir. Donc, il va falloir qu'on sensibilise donc, le top management dans ce sens-là pour lui faire comprendre que le retour d'investissement, il est autre donc, dans ce contexte-là. Donc, ça aussi, ce sont des facteurs qui sont assez bloquants pour que l'investissement que le top management devrait faire ne fait pas donc, dans ce sens-là. Et ça va créer aussi d'autres problèmes, notamment un gap entre les équipes cyber, parce que souvent, les équipes cyber sont là et ils veulent déterminer un budget, ils ont des besoins donc, en termes de cybersécurité quand ils le proposent au top management. Donc, il y a en fait cette réticence à s'investir dedans parce que, comme je disais tout à l'heure, on va avoir le retour d'investissement. Donc, ça crée aussi un peu une collision entre les équipes cyber et donc le top management. Et tout ceci parce que tout simplement, je pense que le top management n'est pas assez sensibilisé donc, sur les questions cybersécurité. Donc, je vais vous, à la fin, vous projeter donc, un petit un site qui fait un peu, comment dirais-je, un récapitulatif en fait de tout ce qu'on peut voir par rapport à la puissance donc, des cyberattaques aujourd'hui qui se passent un peu dans le monde. Donc ça nous permettra un peu de s'en rendre compte. Cécilia, vous pouvez continuer, Cécilia. Donc voilà un peu ce qu'il fallait retenir. Donc ici, le problème donc, de leadership qui est donc un problème donc, qui est assez, on va dire, crucial donc, auquel donc, on devrait pouvoir remédier. Et ça, je pense qu'il faudrait que les dirigeants d'entreprise puissent donc vraiment être conscients donc, par rapport à cela. Donc, la conscientisation en fait des leaderships, donc des décideurs, donc ça, c'est un point qui est assez essentiel. Alors, également, donc, on peut constater également en termes de ressources, souvent, il y a beaucoup de problèmes qui se posent donc à ce niveau-là, en termes de ressources, mais aussi d'organisation. Comme on l'a dit tout à l'heure également, la cybersécurité, ce n'est pas qu'une affaire de technologie. Et je pense qu'aujourd'hui, quand les Occidentaux ont vraiment réussi donc, dans ce sens-là, c'est grâce non seulement à l'organisation qu'ils font donc, de la cybersécurité. Donc, d'ailleurs, quand vous parcourez les normes de cybersécurité, la plupart d'entre eux, c'est le premier aspect qui est développé, l'organisation. Comment on fait en sorte de définir les rôles, de définir les responsabilités, de mettre en place l'organisation qu'il faut par rapport à ce sens-là, les ressources humaines et tout ça. Donc, ça, ce sont des facteurs qui sont des facteurs clés par rapport à la réussite donc, de projets cybersécurité. Donc, ici, on voit que la plupart du temps, il n'y a pas, avant, on ne parlait pas énormément de RSSI, notamment de CISO, de Chief Information Security Officer. Donc, ce sont des, en fait, des ressources qui manquent souvent aux entreprises ici au Sénégal. Donc, parce que tout simplement, on pense qu'en fait, voilà, quand on a un IT, ça suffit. Alors qu'il y a des métiers, il y a énormément de métiers donc, dans la cybersécurité. Donc, on a des métiers donc, de risque manager, on a des métiers de pentester, d'autres d'auditeurs, etc. Donc, et cela, ça demande en fait une organisation. Maintenant, cela dépend aussi de la taille en fait de l'organisation, c'est-à-dire de l'entreprise. Donc, quand la taille est importante, donc l'organisation devrait donc pouvoir se faire dans une certaine forme. Mais quand on n'a pas aussi une taille qui est assez importante, donc on peut essayer de voir en fait des postes, des compétences, des ressources qui ont des compétences plus ou moins polyvalentes. Mais l'organisation, donc dans ce sens-là, donc aussi pose vraiment un problème. Donc, comme je disais, donc les rôles et les responsabilités qui ne sont pas forcément donc définis donc dans ce sens-là, parce que si on ne définit pas les rôles et les responsabilités en cas d'incident, donc on ne saurait
on ne sait pas qui doit faire quoi, etc. Donc, quand il y a en fait des tâches qui doivent en fait les faire, donc ça aussi, c'est en général des choses qui peuvent porter un coup fort donc, par rapport aux entreprises. Et donc, ensuite, on a la quantité aujourd'hui, quand on constate la quantité de risques et même la nature en fait des risques que nous avons, en fait qu'on identifie en général, ils ne sont pas absorbés par rapport aux ressources qui sont disponibles. Donc, les ressources qui sont disponibles ne peuvent pas faire face à la quantité et à la nature en fait des risques qui sont identifiés. Parce que comme vous le savez, quand on fait une analyse de risque, etc., donc au bout, on a nos risques, mais il va falloir que ces risques-là soient pris en charge. Donc, il faut qu'il y ait des propriétés de risque. Et si, en fait, ces risques se retrouvent variés, parce qu'on a une infrastructure qui est hybride, peut-être qu'on a une infrastructure qui est on-premise et peut-être du cloud, etc. Donc, la personne qui se charge peut-être de la sécurité du réseau, s'il n'a pas des compétences donc, en termes de cloud security ou qu'il n'a pas des compétences en termes de application security, etc., donc ça peut poser énormément de problèmes. Donc, pour faire, comment dirais-je, pour absorber en fait ces risques-là, pour prendre en charge en fait ces risques-là. Donc, ça, c'est donc un problème aussi qui se pose donc à ce niveau-là. Donc, parce que quand on fait une analyse de risque, souvent, on a une cartographie qui est assez, en termes de risque, qui est assez, comment dirais-je, fournie. Et donc, il va falloir des compétences diverses et multiples qui doivent pouvoir prendre en charge ces risques-là. Donc, et d'où il y a une nécessité qu'on ait des compétences qui sont assez donc, variées donc, dans ce sens-là pour pouvoir prendre en charge ces questions-là. Et ensuite, en termes de ressources, on voit également que souvent, il y a un problème de budget pour certains des entreprises parce qu'ils ne sont pas assez, comment dirais-je, en termes de finances, ils ne sont pas assez fournis. Donc, dans ce sens-là, et souvent, ça aussi, c'est quelque chose qui pose problème. Et on sait que la sécurité, donc, ça a un coût. Ça a un coût. Donc, il y a un investissement lourd à faire, donc, dans ce sens-là. Mais il faut donc noter également que souvent, pour certains, en tout cas des entreprises que j'ai eu à côtoyer, souvent le problème qui se pose chez certains, c'est même une utilisation en fait du budget qui n'est pas appropriée par rapport voilà. Donc, on ne sait pas trop qu'est-ce qu'on fait du budget. Donc, il y a un budget qui est là, mais on ne sait pas trop qu'est-ce qu'il faut faire. Donc, voilà, parce qu'on n'est pas trop averti en fait par rapport aux questions cybersécurité où on pourrait effectivement faire donc ces investissements-là. Donc, il y a même certains qui se permettent souvent pour absorber le budget. Ils attendent la fin de l'année pour organiser peut-être des séminaires, etc. Alors que ces budgets-là pouvaient être utilisés dans d'autres secteurs donc de la cybersécurité qui auraient donc une réelle plus-value donc par rapport à ces entreprises-là. Donc aujourd'hui, en termes de ressources, ce n'est pas qu'on n'a pas en fait les compétences, mais dans les entreprises, ceux qui décident en fait du recrutement qu'il faut faire, ceux qui décident en fait des compétences qu'on aurait pu avoir besoin, ne sont pas eux-mêmes d'abord avisés par rapport aux différentes compétences donc qu'on pourrait avoir donc dans l'entreprise parce qu'ils ne sont peut-être pas eux-mêmes avisés sur les questions cybersécurité. Pourquoi? Parce que tout simplement, comme vous le savez, la cybersécurité, c'est en fait un domaine qui évolue, qui est en perpétuelle, en constante évolution. Et à partir de cet instant-là, il va falloir qu'il y ait un suivi, donc par rapport à l'avancée que cela prend, pour que vous puissiez aussi réorienter en fait votre stratégie en termes de recrutement, en termes de compétences que vous aurez besoin, etc. etc. Donc aujourd'hui, jusqu'à peut-être 5, 6 ans, 7 ans derrière, les questions de cloud n'étaient pas forcément des questions qui étaient soulevées. Mais aujourd'hui, avec beaucoup d'entreprises
qui ont tendance à basculer leur infrastructure sur le cloud. Donc, il y a eu également beaucoup de risques qui sont ressortis donc, dans ce sens-là. Donc, ça veut dire quoi? Que ces entreprises-là doivent réadapter en fait leur stratégie donc de cybersécurité, donc dans ce sens-là. Donc, les recrutements qui vont se faire devraient aussi se faire dans ce sens-là. Donc, souvent, donc, en fait, c'est ce qu'on constate, qu'il n'y a pas en fait cette réorientation. Donc, on est toujours avec les mêmes compétences qui étaient là depuis 10 ans, 15 ans, et qu'il n'y a pas une évolution donc, dans ce sens-là. Donc, en termes de ressources et d'organisation, donc il y a beaucoup de choses à faire donc, dans ce sens-là. Sans quoi, il y aura une obsolescence donc, de l'organisation et des ressources cyber, tout simplement. Oui, Cécilia, vous pouvez continuer. Alors, donc, quand on en vient à la partie suivante, donc l'autre problématique qui est assez, comment dirais-je, constatée, donc c'est le problème de formation cyber, comme je le disais. Parce que moi, j'ai vu en fait les entreprises, souvent, en tout cas celles que j'ai pu côtoyer, pour la plupart d'entre eux, ils confondent en fait les métiers IT pur et dur et en fait les métiers aussi cybersécurité qu'on a connus en fait ces derniers temps. Donc, il y a eu de nouveaux en fait métiers qui ont émergé au fil du temps grâce à l'évolution en fait des technologies, en fait l'évolution en fait de ce champ-là, donc de l'informatique en général, mais aussi de la cybersécurité. Et donc, en général, il y a des entreprises qu'on voit qui recrutent un helpdesk, un IT helpdesk, et ils pensent que c'est une personne qui devrait pouvoir faire toutes les tâches qui concernent, on va dire, l'informatique, qui concernent la cybersécurité et tout ça. Donc, parce que tout simplement, ces mêmes personnes méconnaissent en fait les métiers. Et donc, ça c'est quelque chose que j'ai souvent vu. Et souvent, il y a même en fait des compétences qui sont en interne, qui ne riment pas du tout avec, on va dire, le métier même qui est tout à fait fait. L'activité par rapport à l'activité. Et donc, il y a un déphasage complètement donc, par rapport à cela. Donc, on pense qu'on a IT helpdesk ou un admin réseau ou un admin base de données, etc. Bon, ça suffit. Alors que pour prendre les questions de cybersécurité, aujourd'hui, quand on veut suivre en fait les normes, ils imposent en fait ces normes-là une certaine organisation. Voilà, comme je disais tout à l'heure, donc vous avez besoin peut-être d'un RSSI ou bien même d'un RSMSI quand vous êtes dans le cadre d'une norme comme ISO 27001 ou même d'autres. Voilà, donc c'est des métiers qui sont demandés. Donc par rapport aux bonnes pratiques, par rapport aux exigences en fait de ces normes-là. Donc, on pourrait avoir besoin peut-être bien de pentesters, d'analyse stock, etc., qui nous permettent justement de pouvoir un peu faire une analyse de toutes les questions cybersécurité. Donc, dans ce sens-là, des analystes, on en a besoin. Peut-être même des analystes CTA, du Cyber Threat Intelligence, pour se renseigner par exemple, sur les menaces. Il y a de nouvelles compétences donc, dans ce sens-là. Aujourd'hui, quand on a des analystes CTA qui nous permettent justement de pouvoir nous renseigner donc, sur les cyberattaques, sur les menaces, comment ils opèrent, comment on doit se redéployer pour faire face donc, par rapport à cela. D'autres également outils qui font du soir, donc notamment pour faire de l'orchestration, donc afin d'aider au mieux en fait les équipes cyber qui sont sur place. Donc, ce sont des métiers qui sont complètement inconnus donc de cet environnement. Donc, il va falloir donc qu'il y ait aussi également d'autres compétences également en termes d'analyse de malware. Il y a énormément de malware aujourd'hui qu'on connaît qui font des ravages, notamment les malwares comme les ransomware, comme les spyware, comme les backdoors, comme les rootkits, etc. Donc ça, il va falloir effectivement essayer d'avoir
du 109, c'est-à-dire une nouvelle compétence, donc des analystes donc dans ce sens-là pour analyser en fait les malwares. Quand il y a des problèmes, donc des incidents et autres, etc., qu'on puisse également avoir peut-être bien des digital forensiques qui peuvent faire donc des analyses donc dans ce sens-là. Donc, en fait, c'est des compétences dont on pourrait avoir besoin, mais que, en fait, dans le milieu professionnel, les gens ne se rendent pas compte que les métiers sont en train d'évoluer et il n'y a pas, en fait, une évolution donc, également dans ce sens-là pour se redéployer, pour essayer de mieux faire face aux menaces. Donc, dans ce sens-là. Donc, c'est pourquoi, donc, en termes de formation, il est crucial donc qu'on puisse aussi faire des efforts donc dans ce sens-là, que les entreprises puissent faire énormément d'efforts donc dans ce sens-là. Et donc ça aussi, c'est un problème qui est assez crucial. Parce qu'en cas d'incident, comme je disais, il peut y avoir des erreurs. Hein. Les erreurs, c'est quoi? C'est qu'on pense que la personne qui est là, il pourra gérer, mais en fait, non, il ne pourra pas gérer parce qu'il n'a pas les compétences qu'il faut. Oui, Cécilia, tu peux continuer. Donc, comme je disais également, ceci, toujours dans la même ligne, en termes de stratégie également, on voit qu'il y a une absence totale donc, en termes de stratégie par rapport aux incidents. Donc, on n'est pas assez préparé. Parce qu'aujourd'hui, ce qu'il faut comprendre et ce qu'il faut savoir, c'est que le risque zéro n'existe pas. À partir du moment où le risque zéro n'existe pas, ce qui va s'en suivre, c'est qu'on peut être amené à être attaqué, tout simplement. Donc, il y a une forte probabilité qu'on soit attaqué. Et s'il y a une forte probabilité qu'on soit attaqué, il faudrait que donc on mette les mécanismes qu'il faut pour répondre aux incidents. Donc, il n'y a pas, en fait, tout simplement, donc cette préparation-là, donc par rapport aux incidents cyber, sécurité, il n'y a pas de plan de continuité d'activité, il n'y a pas de plan de réponse, ni de, voilà, rien en termes de gestion des, en termes de gestion des crises et tout ça. Il n'y a pas en fait cette préparation-là parce que on pense toujours que ça arrivera qu'aux autres. Donc, on ne se met pas donc, dans un mindset de dire que ça peut m'arriver et si ça m'arrive, qu'est-ce que je dois faire? Est-ce que je peux avoir un répondant par rapport à cela? Et donc, il y a d'ailleurs effectivement dans une entreprise qui s'est fait attaquer, donc en ransomware, quand c'est arrivé, l'entreprise ne savait pas un peu trop quoi faire et ils étaient un peu en train de tourner en rond, en train de contacter de gauche à droite, peut-être des experts qui peuvent venir les aider, etc. Mais il n'y avait pas de préparation et donc ça a tiré en longueur avant de pouvoir remettre sur place, sur pied, donc tout simplement l'activité, tout simplement. Donc ça, c'est quelque chose aussi qu'on note fortement donc, dans les entreprises, donc ce manque de préparation par rapport à la résilience. Il n'y a pas une certaine résilience donc, par rapport à cela. C'est bon. Donc, voilà. Donc, aujourd'hui, on peut aussi constater qu'en en termes de vulnérabilité, il y a une avancée donc, par rapport aux technologies qui sont utilisées. Mais on voit une certaine obsolescence donc, des technologies qui sont utilisées. Parfois, quand on utilise une technologie sur une version qui a évolué, qui est sur du 2.0, on voit que en fait celui du 1.0 est utilisé actuellement ou etc. Donc il n'y a pas en fait ce suivi-là donc dans ce sens-là. Mais aussi voilà, on voit énormément donc d'attaques, comme je disais tout à l'heure, des attaques d'ingénierie sociale, des attaques aussi par rapport au phishing. Il y en a énormément. Énormément d'attaques en fait sont dues donc à du phishing, mais aussi on en a également d'autres qui concernent en fait la partie phishing. Moi-même qui vous parle, j'ai été victime de phishing. Là, il y a hier quelqu'un qui m'appelle pour essayer de en fait voilà essayer de me tout simplement essayer de me prendre de revers donc avec du phishing.
parce que tout simplement, il y a des gens qui appellent derrière pour essayer de vous soudoyer et tout ça. Donc, il y a énormément d'attaques donc, par rapport au phishing donc, dans ce sens-là. Et ensuite, on a également donc, énormément de groupes aujourd'hui que l'on connaît, notamment BitLocker, Logbit du moins, excusez-moi, Logbit. Donc, on en a également d'autres comme Ransom Hub, etc. Donc, il y a en tout cas un site sur lequel j'ai fait beaucoup de veille où on voit à travers le monde, hein, aux États-Unis, en France, etc. Donc, où on voit en fait énormément de groupes donc, qui font des attaques donc, dans ce sens-là. Et ça, donc, c'est également aussi véritablement un problème. Donc, il ne faut pas attendre qu'on soit attaqué pour pouvoir faire face. Donc, il faut donc se préparer au plus tôt. Et donc, et ça, cette méconnaissance, en fait, de la puissance, en fait, des attaques, donc, dans ce sens-là. Donc, ceci aussi, voilà, donc, c'est cette inconscience ou le fait qu'on ne soit pas informé, donc, dans ce sens-là, qu'il y a aujourd'hui de la puissance derrière en termes de cyberattaques. Donc, ça aussi, c'est énormément donc, de problèmes donc, dans ce sens-là. Et aujourd'hui, on peut remarquer qu'il y a énormément aussi de problèmes donc, en termes de politique avec les nations. Donc, on a vu les problèmes avec l'Ukraine, la Russie et autres, etc. Donc, il faut se préparer. Donc, je pense que les entreprises, de façon générale, hein, les entreprises, comment dirais-je, publiques, pour ne pas dire l'administration, ils devraient aussi commencer à prendre des choses au sérieux par rapport à la cybersécurité. Quand on voit aujourd'hui, par rapport au monde entier, comment en fait les gens s'organisent en termes de cyberattaques et tout ça. Donc, il y a donc de la matière aussi donc, dans ce sens-là, à prendre conscience tout de suite par rapport à cela et à faire face donc, par rapport à tout cela. Parce qu'aujourd'hui, quand on entend le président du Sénégal qui parle de digitalisation, c'est bien de digitaliser, mais il faudrait d'abord développer une stratégie de cybersécurité qui va accompagner ces digitalisations-là. Donc, ça, c'est un problème qu'il va falloir aussi prendre en compte. Je pense que je suis venu au bout donc, de la présentation, donc je vais laisser M. Safi développer la deuxième partie qui concerne, on va dire, les solutions. Merci beaucoup d'avoir pris le temps par rapport à cette écoute-là. Voilà, donc effectivement, bon, il reste un diapo apparemment, donc je peux revenir là-dessus, hein, sur le diapo. Donc ça, c'est les vecteurs d'attaque qui sont les plus constatés en réalité. Donc ça, c'est les vecteurs d'attaque. L'utilisation d'Internet. Donc ça, c'est un problème parce qu'il y a une utilisation inconsciente par rapport à Internet. Et souvent, ce qui se passe, c'est que à cause d'Internet, les activités professionnelles et personnelles sont un peu plus ou moins mélangées. Et donc ça crée en fait beaucoup de failles donc, dans ce sens-là. Donc, il y a énormément donc, de failles donc, dans ce sens-là, mais aussi l'utilisation du téléphone qui pose problème, qui pose énormément de problèmes. Et donc, ça crée beaucoup de fuites de données, d'accord, avec une utilisation aussi du mail. Donc, on en a parlé tout à l'heure avec le phishing, mais aussi les disques amovibles qu'on utilise à tout bout de champ, sans aucune politique, en fait, qui soit mis donc, dans ce sens-là. Donc, dans cette partie-là, donc c'est vraiment les vecteurs qui permettent à ce qu'il y ait beaucoup en fait de menaces et par lesquelles les menaces passent pour pouvoir perpétrer en fait des attaques donc dans ce sens-là. Donc, je pense que là, c'est aussi un point sur lequel il va falloir énormément appuyer avec les informations bancaires qui sont sur les téléphones, voilà, d'autres types d'informations aussi quand on fait beaucoup de travaux, des données même de l'entreprise et tout ça. Donc, il peut y avoir énormément de fuites de données donc, dans ce sens. Donc, je pense que dans ce sens-là également, il y a matière à faire donc, de la sensibilisation et à mettre une réelle stratégie donc, dans ce sens-là. Donc, comme je disais tout à l'heure, donc ça c'est le dernier diapo. Donc, on va donc laisser M. Fassi nous venir avec les éléments de réponse par rapport à ce qui a été développé ici. Merci beaucoup pour la patience dans la présentation.
Je tenais à préciser, s'il vous plaît, à la fin de ce webinaire, nous allons consacrer 15 minutes de questions-réponses. Donc, je laisse la parole à M. Fassi. Merci beaucoup. Merci Cécilia, merci Cher pour la présentation pertinente. Merci à tout le monde pour votre présence avec nous et le temps que vous nous accordez pour qu'on puisse un peu discuter de sujets importants qu'est la cybersécurité. Donc, heureux d'être parmi ce panel-là. Bon, je vais essayer donc dans cette partie-là parler des stratégies de défense essentielles pour essayer un peu de répondre aux problématiques qui ont été présentées dans ce sens par mon prédécesseur. Et l'idée, c'est, bon, il y a certains points en commun. Bon, on ne va pas essayer de se répéter. Je vais essayer d'aller sur des aspects qui paraissent les plus importants. Et puis, la première chose par laquelle j'ai voulu commencer, c'est le premier point relatif, je dirais, donc à la cybersécurité en chiffres. Donc, principalement en Afrique. Bon, j'ai essayé de collecter un certain ensemble de chiffres, donc sur la base d'études qui ont été faites, pour montrer un peu l'ampleur, je dirais, de ces aspects de cybersécurité qui touchent nos entreprises. Et donc, le PIB, en Afrique, d'une certaine manière, il a perdu 4 milliards de dollars en 2021. On sait très bien qu'en 2022, c'est encore plus, en 2023, c'est encore plus, et ainsi de suite. Et donc, ça ne fera qu'évoluer si, d'une certaine manière, rien ne, je dirais, ne se fait derrière. Donc, l'enjeu est de taille. Donc, on parle de 4 milliards de dollars. Ça, c'est ce qui a été recensé, sachant très bien que pas mal d'incidents de sécurité ne sont pas déclarés par peur, je dirais, que l'image de marque de l'entreprise soit touchée et ainsi de suite. Mais déjà, donc, le chiffre reste important à ce niveau-là. Donc, il faut dire aussi qu'en termes de, je dirais, le nombre d'attaques par semaine, il a évolué de 63%. C'est-à-dire, on est passé, je dirais, d'un nombre qu'on avait en 2021 à un peu plus de la moitié en 2022. Et ça ne fait qu'augmenter. Donc, ça aussi, c'est un aspect qu'il faudrait prendre en considération. Donc, il y a 20% des entreprises qui sont victimes de ces attaques-là. Donc, on avait parlé, mon prédécesseur avait parlé de cet aspect de résilience et de continuité d'activité. Ben, figurez-vous que, je dirais, une entreprise sur 5, donc suite à une cyberattaque, ben, elle met la clé sous la porte. Donc, ça, c'est quelque chose de critique pour les organisations. Et 75% des entreprises n'ont pas de plan de réponse aux incidents de cybersécurité. Donc ça aussi, c'est un sujet qui a été discuté et ça, on le constate dans la pratique, c'est que souvent, certes, on met en place une procédure, par exemple, de gestion des incidents de sécurité, mais réellement, on traite un incident de sécurité comme tout autre incident. Il n'y a pas cet aspect de collecte de preuves, il n'y a pas cet aspect de forensics, il n'y a pas de compétences, je dirais, avancées dans ce domaine-là. Et d'ailleurs, de par mon expérience, que ce soit en Afrique ou je dirais principalement en France, ben, on voit souvent en France que ces sujets-là, relativement, si on parle de la gestion des incidents de sécurité, ben, souvent je dirais, c'est sous-traité à des entreprises spécialisées. Par exemple, c'est soit Atos, soit Capgemini, soit c'est Orange Cyberdéfense, et j'en passe. Donc, c'est des entreprises qui sont là principalement, qui mettent à disposition des ressources relativement que pour ça. Et d'ailleurs, il y a une norme spécifique dans la famille 27000, donc qui est la 27035, qui parle de ces aspects d'incidents de sécurité et de traitement des incidents de sécurité. Slide suivant, s'il vous plaît. Donc ça, c'est ce que je dirais sur ce point-là. Maintenant, deuxième point et qui a été évoqué au préalable dans la première partie, moi, je citerai quelques points qui constituent les défis et les contraintes du métier de RSSI.
c'est un peu les contraintes de certains RSSI d'entre vous qui sont là, et ils vont se reconnaître dans tout ça. Moi-même, j'ai été RSSI donc, dans le cadre de mission, donc de CISO as a Service, où j'ai été amené donc, à mettre en place, je dirais, donc, ce qu'on appelle un framework de cybersécurité et se conformer, donc, je dirais, aux standards cybersécurité. Bah, c'est la problématique, elle reste la même. Donc, il y a d'une part la position dans la hiérarchie. Bon, je ne parle pas du leadership, je pense mon collègue, on a discuté précédemment, mais il y a cet aspect de position dans la hiérarchie. Souvent, on trouve que le RSSI fait partie de la DSI, ce qui pose problème. Donc, d'un point de vue d'abord positionnement, parce que ça donne l'impression que la sécurité, c'est une affaire de l'IT, alors que c'est une affaire d'entreprise. C'est l'affaire de tout le monde. Tout le monde est concerné par la sécurité de l'information. Et puis, deuxièmement, bah, en termes de hiérarchie, bah, lorsqu'on est positionné au sein de la DSI, bah, le souci qu'on a, bah, c'est qu'en termes de position vis-à-vis des métiers et ainsi de suite, bah, on n'a pas le poids nécessaire pour pouvoir imposer la sécurité de l'information. Donc, il y a aussi l'aspect relatif à la conformité. Ça aussi, c'est un sujet qui reste très important à ce niveau-là, puisque on le sait très bien, lorsqu'on parle de la gouvernance de manière générale, et principalement en termes de gouvernance de sécurité de l'information en particulier, il y a deux sujets importants qu'on devrait assurer. D'abord, la performance, c'est-à-dire l'entreprise devrait être performante. Ça, c'est indéniable. Mais un deuxième élément qui reste aussi important, c'est la conformité. C'est-à-dire, c'est la conformité par rapport à tout ce qui est légal, par rapport à tout ce qui est réglementaire et par rapport à tout ce qui est engagement contractuel. Donc, on ne peut pas parler de cybersécurité, de sécurité de l'information de manière plus globale, sans parler de la conformité par rapport aux lois et réglementations. Donc, ça, c'est un point très important. Il y a aussi le point qui suit, qui est relatif à ce qu'on appelle l'évolution des environnements informatiques. On sait très bien qu'actuellement, on parle du cloud. Bon, ça fait des années maintenant qu'on parle du cloud. C'est un sujet qui est récurrent actuellement. Mais souvent, c'est que les entreprises, ils choisissent d'une certaine manière le cloud, ils vont vers le cloud pour les fonctionnalités apportées par le cloud et sans prendre en considération les risques liés au cloud. C'est-à-dire, il n'y a pas une gestion de risque, une analyse de risque qui est faite au préalable avant de décider si on devrait partir vers le cloud ou non. Et puis, quel prestataire choisir pour aller vers le cloud aussi. Et donc ça, c'est des aspects qu'il faudrait prendre en considération parce que il y a ce point-là qui devrait évoluer. Je sais que, par exemple, aussi, par exemple, au Sénégal, donc il y a des lois maintenant qui vont commencer à se mettre en place. Certaines lois sont déjà en place. Il y a d'autres qui tardent. Bon, je connais ça dans le cadre de mes missions d'audit que j'ai effectuées au Sénégal. Et donc, bien sûr, dans d'autres pays, au Maroc, par exemple, pour les infrastructures à importance vitale, ce qu'on appelle les IIV, ce qu'on appelle en France les OIV, ben, on n'a pas la possibilité pour ce type d'entreprise d'héberger les données en dehors du territoire du pays. Et ça, c'est quelque chose qui est légal et on devrait se conformer par rapport, je dirais, donc, à cet aspect-là. Donc, d'où l'intérêt de l'aspect conformité dont je viens de parler au niveau du point précédent. Mais il y a aussi l'évolution technologique du cloud, il y a l'IA maintenant, surtout par rapport à l'IA générative, où pas mal de fuites de données ont été dues, je dirais, à l'utilisation de l'IA. Maintenant, on a la tendance d'utiliser ChatGPT ou d'utiliser Gemini de Google et ainsi de suite. Mais des fois, on se rend compte que dans des structures, des données confidentielles sont transmises. Donc, c'est, je dirais, c'est ce qu'on appelle ces IA génératives. Et donc, on est en train de transmettre de l'information qui va constituer la base
je dirais, de construction de tout le modèle de tous les modèles qui vont venir après. Donc, ce qui fait qu'il y a aussi cet aspect-là auquel il faudrait faire très attention et les risques associés, je dirais, à l'utilisation de l'IA. Donc, il y a les objets connectés aussi, donc ce qu'on appelle les IoT. Là aussi, il y a des sujets très importants à ce niveau-là. Donc, je dirais ce qu'on appelle à prendre en considération dans le cadre de la sécurité. On ne peut pas commencer à utiliser, surtout dans le milieu industriel, à utiliser donc les objets connectés et ainsi de suite, mais sans parler de l'aspect ou du volet sécurité. Ça, c'est indéniable. Et d'ailleurs, c'est un point dont on va parler par la suite, où on va parler de security by design et ainsi de suite. Donc ça, c'est un point qui est très important. Il faudrait que dans les organisations, à tout moment où on va vouloir décider de mettre en place un produit ou un service, il faut tout d'abord penser sécurité. C'est pour ça qu'on parle de security by design. Et on parlera de continuity by design et de privacy by design. C'est-à-dire que ces points-là, ils devraient être pris en considération dès le départ. Il y a le blockchain aussi, bon, qui tarde à arriver, moins que l'IoT ou l'IA, mais c'est des choses qui arrivent, surtout au niveau des banques. On commence à réfléchir à des modèles, je dirais, d'utilisation du blockchain. C'est vrai, je parle du cas du Maroc, je connais un peu le contexte, mais on peut le transposer aussi par rapport aux différents pays africains, et en l'occurrence au Sénégal. C'est que maintenant, des banques réfléchissent à l'utilisation du modèle du blockchain, même si la Banque centrale n'a pas encore autorisé l'utilisation du blockchain. Mais les banques commencent à se préparer à ce modèle-là. Parce que quand on va en Suisse, par exemple, ou quand on va, je dirais, au Luxembourg et ainsi de suite, connaissant aussi un peu ce contexte-là, quand on voit ces pays-là, les banques ont développé énormément de choses au niveau du blockchain dans le secteur bancaire. Et donc, si ça se développe au niveau du secteur bancaire, ça suppose que ça va se développer dans d'autres activités. Donc ça, c'est juste pour parler de ça. Les autres points, c'est des points qui ont été cités auparavant, donc je ne vais pas les rediscuter. Mon collègue donc, les a si bien présentés, donc ce n'est pas la peine d'aller encore plus loin dessus ou de se répéter dessus. Slide suivant, s'il vous plaît. Alors maintenant, comment on va essayer de répondre à ces éléments-là? Donc c'est ça la question. C'est-à-dire à toutes ces problématiques, à tous je dirais, ces contraintes et ces défis auxquels est confronté le RSSI, qu'est-ce qu'on devrait faire? Alors, tout d'abord, comme première étape, je dirais, il faut établir un programme de cybersécurité. Donc, ça, c'est important. Donc, et ça passe, je dirais, donc, par l'établissement d'un cadre ou d'un framework de cybersécurité. Et là, on peut s'appuyer sur des référentiels, pas seulement sur un seul, on peut d'une certaine manière utiliser plusieurs. Donc, on peut s'appuyer sur de la 27001 et de la 27002. On peut s'appuyer aussi sur du NIST, et principalement le CSF, le Cyber Security Framework, donc d'ailleurs dont la nouvelle version vient d'être publiée. Il y a aussi le COVID 2019, donc, qui est un référentiel de gouvernance, mais qui touche aussi le volet sécurité. Il y a le PCI DSS pour tout ce qui est monétique, le HIPAA pour les aspects de santé. Il y a plus ou moins un équivalent en France, c'est le HDS. Bon, j'ai été amené aussi à auditer des clients en HDS, c'est ce qu'on appelle les hébergeurs de données de santé. Donc, et quand on prend le HDS, par exemple, qui est pour les hébergeurs de données de santé, c'est un peu de l'ISO 27001 et de l'ISO 20000. Donc, ça touche un peu ces deux éléments-là. Donc, il faut d'abord qu'on définisse un cadre de cybersécurité parce que c'est important qu'on puisse adopter et adapter ces cadres-là et ces référentiels et ces normes par rapport à l'organisation, par rapport à ses objectifs. Deuxième élément, c'est l'aspect risque. Et ça, c'est un point qui reste très important à ce niveau-là, parce que tout ce que nous devrions faire, tout ce que nous devrions mettre en place en termes de mesures de sécurité, ça doit être justifié par des risques qui ont été identifiés
et que nous n'acceptons pas. Et donc, c'est pour ça, d'ailleurs, on en discutera juste après, on verra quels sont, d'une certaine manière, ce qu'on appelle les différents, je dirais, donc, méthodologies, par exemple, de risque. Quelle est la démarche risque qu'on pourrait utiliser à ce niveau-là pour pouvoir traiter les risques liés à la sécurité de l'information. Bien sûr, il faut développer aussi des politiques et des procédures de sécurité de l'information, parce qu'on a beau à mettre en place une gestion des risques, des méthodologies de risque, par la suite, il faut établir les politiques et les procédures qui permettraient de définir ce cadre-là. Ensuite, il faut mettre en œuvre les mesures de sécurité. Et comme ça a été dit dans la première partie, c'est qu'il ne faut pas se dire que les mesures de sécurité, ce n'est que des mesures techniques. Là, on est en train de, je dirais, de rater le coche, si on croit que la sécurité, ce n'est que technique. Comme on le dit toujours, il faut toujours avoir cette approche holistique, c'est-à-dire une approche globale. Et toujours d'ailleurs dans nos missions et ainsi de suite, quand on est dans une démarche de mise en place de SMSI par exemple, ou de système de management de la sécurité de l'information, ou je dirais ce qu'on appelle d'un programme cybersécurité, notre approche elle touche toujours les trois axes suivants. C'est ce qu'on appelle IT, Process and People. C'est toujours le cas. Donc on parle de l'aspect technologique, certes, c'est un point important, mais il ne faut pas oublier les process, mais il ne faut pas aussi oublier les personnes, c'est-à-dire en termes d'organisation, mais aussi en termes de compétences. C'est ce qui a été discuté dans la première partie. Donc, il est très important de prendre en considération que les mesures de sécurité, elles touchent les aspects techniques, elles touchent les aspects de sécurité physique, c'est important aussi. Donc, et puis, il y a les aspects organisationnels qui touchent les personnes. Et puis, il y a un dernier point qui reste important dans ce cadre-là, il faut, je dirais, établir ce qu'on appelle une démarche de surveillance et de test de ces mesures de sécurité. Et si on suit un peu la démarche PDCA, on planifie, on fait, c'est du doux. Et puis par la suite, il faut faire le check. C'est important. Donc, il faut vérifier, il faut surveiller. Donc, pour qu'on puisse corriger et améliorer et pour qu'on puisse s'inscrire dans une démarche d'amélioration continue. Slide suivant, s'il vous plaît. Maintenant, en termes d'approche risque, je ne vais pas rentrer dans le détail. Je pense que pas mal d'entre vous connaissent la démarche risque telle qu'elle est présentée au niveau de la 27005. Bon, bien sûr, quand on définit cette démarche de gestion des risques, il faut établir le contexte. Et c'est là où on définit notre niveau d'appétence au risque. C'est là où on définit les échelles de risque en termes de probabilité, en termes de ce qu'on appelle d'occurrence aussi, et en termes d'impact ou de conséquences. Donc, c'est là où nous allons définir déjà ces échelles-là. Ensuite, bien sûr, après avoir établi le contexte, bien sûr, viendrait la partie relative à l'appréciation des risques, qui passe par les trois étapes suivantes, qui sont l'identification des risques, l'analyse des risques et l'évaluation des risques. Donc ça, c'est ce qu'on fait à ce niveau-là. Bien sûr, l'identification des risques, ça passe par l'identification des actifs, ça passe informationnels et des actifs support, ça passe par l'identification des vulnérabilités, donc l'identification des menaces, comme ça a été présenté dans la première partie, une analyse des risques, on va analyser le risque en termes de probabilité ou d'occurrence, mais aussi en termes d'impact ou, je dirais, de conséquences. Et sur la base de ça, on va évaluer les risques. On va avoir un scoring, ce qu'on appelle un RPN, ce qu'on appelle un Risk Priority Number, qui nous permettrait de dire est-ce que le risque, est-ce qu'il est dans la zone acceptable ou non. Donc, c'est à partir de là qu'on passera au traitement du risque et puis, bien sûr, à l'acceptation des risques suite au traitement, d'accord? Et c'est ce qu'on appellerait à ce moment-là les risques résiduels. Et puis, par la suite, bien sûr, il faut dire que la gestion des risques, c'est une activité récurrente et elle est dynamique.
l'erreur qu'on retrouve des fois dans certaines organisations, c'est que lorsqu'ils font l'exercice de gestion des risques, ben, ils le font une fois dans leur vie, ou ils le font une fois sur 5 ans, une fois sur 10 ans. Ce n'est pas bon. Donc l'activité risque, elle doit être récurrente. C'est quelque chose qui doit se faire en permanence dans le cadre des organisations parce que le risque, il reste volatile. Un risque, il est très dynamique. Aujourd'hui, un risque, on peut ne pas l'accepter, mais demain, on l'acceptera. Et inversement. C'est-à-dire aujourd'hui, on peut être en face d'un risque que nous acceptons, mais ce même risque, demain, on ne l'accepterait plus parce que tout simplement, le contexte, il a évolué. Donc c'est pour ça, donc la gestion des risques, elle devrait être, je dirais, ce qu'on appelle dynamique. D'ailleurs, j'aime bien toujours ce qu'on appelle une définition que je donne sur la gestion des risques. On dit toujours la gestion des risques, c'est quoi? Ou le risque, c'est quoi? On dit qu'un risque, c'est la probabilité qu'une menace puisse exploiter une vulnérabilité pour donner lieu à un impact. Ça veut dire qu'au final, un risque ne peut se manifester que si on a la paire menace et vulnérabilité. C'est-à-dire qu'il y a toujours une menace qui est là pour exploiter une vulnérabilité. Donc c'est ça la définition de ce que c'est qu'un risque. Maintenant, bien sûr, ces risques, comme on a dit, il faut les surveiller, les réexaminer en permanence et de façon récurrente. D'ailleurs, c'est ce qu'exige la norme 27001. Et puis, il faut qu'il y ait une communication autour des risques. Il faut communiquer autour des risques parce que c'est comme ça qu'on va sensibiliser les gens autour de ces risques. Mon collègue, il avait parlé tout à l'heure du phishing. C'est un risque auquel on est confronté tous. Si on ne s'amuse pas à communiquer autour de ce risque-là et des risques potentiels qu'il pourrait y avoir à travers, je dirais, la manifestation de ce risque-là ou des conséquences potentielles qu'il pourrait y avoir à travers l'exploitation de ce risque, les gens ne comprendraient pas ça. Et c'est pour ça que la sensibilisation est un élément qui est très important. Et parmi les éléments, je dirais, qu'on pourrait utiliser pour communiquer, il y a la sensibilisation qui pourrait nous aider dans ce sens. Maintenant, dans le cadre de la gestion des risques, il faut dire que il y a des méthodologies. Bon, je ne vais pas rentrer dans le détail. Il y a EBIOS 2018 RM pour Risk Manager. Donc, il y a l'outillage aussi derrière. Donc, EBIOS qui est donc une méthodologie de l'ANSSI, donc, et qui est très courante en France, principalement pour les OIV, pour les organismes à importance vitale. Il y a MEHARI, qui est moins utilisé. Il y a Octave aussi. Et puis, on peut s'appuyer sur, vous pouvez utiliser vos propres méthodologies de gestion des risques, de sécurité de l'information. Il n'y a pas une exigence d'utiliser une méthodologie par rapport à une autre, même s'il y a une particularité des BIOS, surtout EBIOS 2018 RM, parce qu'elle parle principalement que des risques cyber et intentionnels. Donc ça, c'est par rapport à cet aspect de gestion des risques. Slide suivant, s'il vous plaît. Donc, ensuite, il faut dire que, certes, on a parlé de la gestion des risques, mais il faut établir les politiques. Donc, quand on parle de la définition d'une politique, il faut dire qu'une politique, c'est une déclaration d'intention. Ça passe par des politiques génériques de haut niveau, et puis il y a les politiques spécifiques détaillées qu'on pourrait retrouver. Par exemple, on peut retrouver dans une organisation une politique de sécurité de l'information one page, comme on peut retrouver des politiques spécifiques détaillées, comme une politique de classification de l'information, politique de travail à distance, politique de sauvegarde, politique de contrôle d'accès, et j'en passe. Et bien sûr, derrière ces politiques, il faut les implémenter, il faut les mettre en place, il faut descendre un peu plus bas. Et il faut aller dans la mise en place de procédures. Bon, je donne ici quelques exemples. Par exemple, procédure de marquage des informations. Donc, ça, c'est lorsque vous allez mettre dans un document, vous allez mettre un pied de page, vous allez dire que le document, il est confidentiel, par exemple. Donc là, c'est des règles de classification. Lorsque vous allez définir une procédure pour le transfert des informations, échange d'informations, par exemple, entre, je dirais, donc, banques, par exemple. Moi, j'ai eu à mener un projet d'implémentation de SMSI, par exemple.
La Direction générale des impôts, par exemple, ben, elle a un certain ensemble de partenaires avec lesquels elle échange. Et en l'occurrence, par exemple, les banques. Ben, il faut établir des procédures de transfert d'informations et des règles de transfert d'informations. Et qu'est-ce qu'on devrait transférer comme information et quels sont les mécanismes de sécurité qu'il faudrait mettre en place derrière. Donc, il y a aussi la gestion des preuves. Nous avions parlé tout à l'heure de gestion des incidents de sécurité. Dans la première partie, on a parlé de forensics et ainsi de suite. Ben, la collecte des preuves, elle est très importante. Parce que si vous ne collectez pas les preuves convenablement, c'est ce qu'on appelle dans ce cadre-là, c'est le chain of custody, ou ce qu'on appelle la chaîne des preuves. Ben, à ce moment-là, ben, si on ne les gère pas convenablement, ben, notre requête ne serait pas recevable auprès d'un juge. Bien sûr, il y a les procédures aussi d'exploitation, donc d'administration, de troubleshooting et ainsi de suite. Il y a les procédures relatives à la gestion des changements. Ça, c'est un sujet qui est très important, la maîtrise des changements. Et, parce que si on ne maîtrise pas les changements, quand on va vouloir, par exemple, installer juste un patch en prod, ben, on ne peut pas venir et l'installer si on ne passe pas par une procédure de gestion des changements. On va analyser l'impact et les risques derrière ce changement-là. Quand on parle de risque, ben, on parle aussi de risque de sécurité de l'information qui impacterait soit la disponibilité, soit l'intégrité, soit la confidentialité. Et donc, comme vous le savez, pas mal de reprises, des installations en prod, ben, on virait vers la catastrophe parce que tout simplement, ben, on n'a pas évalué convenablement le changement avant de passer en prod. D'accord? Il y a bien sûr aussi les procédures de sauvegarde et de restauration, et j'en passe. Slide suivant, s'il vous plaît. Bien sûr, il y a maintenant, quand on va vouloir répondre à ces éléments-là, ça passe par la mise en place de mesures. D'accord? On a parlé de politique à mettre en place et des procédures. Maintenant, il y a aussi les mesures de sécurité qu'on serait amené à mettre en place. Et encore une fois, pour ne pas trop s'étaler sur les sujets, bah, il y a les rôles et les responsabilités. Ça, c'est un point qui est très important. Les matrices RACI, qui est responsable, qui est accountable, qui est consulté, qui est informé, ça, c'est important. Il faut qu'on définisse les rôles et les responsabilités et définir les fiches de poste, ou ce qu'on appelle les job descriptions. Bah, quand j'ai un administrateur de base de données, par exemple, bah, il faut qu'il ait dans sa fiche de poste bah, ce qu'on appelle d'abord les prérequis en termes de compétences et on doit insérer dedans les compétences en termes de sécurité de l'information, c'est-à-dire la sécurité des bases de données. Donc, il faudrait aussi définir dans son rôle, par exemple, bah, qu'est-ce qu'il devrait faire en termes de sécurité de l'information dans son domaine. Bah, quand on prend, par exemple, un administrateur d'infrastructure et ainsi de suite, bah, on fait de même, et ainsi de suite. Administrateur système, agent d'exploitation, et j'en passe. Donc, il est très important de travailler sur ces volets-là, parce que le fait de ne pas le faire, comment on peut dresser un plan de formation si d'une certaine manière on ne sait pas exactement quelles sont les compétences requises par rapport à chaque rôle et par rapport à chaque responsabilité? On ne peut pas le faire. On ne peut pas faire le gap analysis et on ne peut pas déterminer quel serait le plan de formation le plus adéquat qui nous permettrait de monter en compétence nos ressources. Parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, lorsqu'on attaque la sécurité et la cybersécurité, il faut l'attaquer sur 3 axes. Il faut avoir cette approche holistique. IT, process and people. Donc, c'est les personnes. Donc, il faut développer les compétences de ces personnes-là. Deuxième point qui est très important et parfois c'est négligé, c'est ce qu'on appelle la séparation des tâches ou ce qu'on appelle le segregation of duties. Des fois, tu as par exemple un développeur qui développe et qui en même temps, par exemple, c'est lui qui va mettre en production. C'est illogique. On ne peut pas être jugé parti. D'accord? Il faut toujours avoir un rôle intermédiaire qui est là pour valider avant que l'opération ne puisse passer, par exemple, en prod. D'accord? Il y a l'aspect CTI. Bon, ça a été discuté dans la partie, je dirais, donc, partie 1. La sécurité de l'information dans le cadre de la gestion de projet, ça, c'est un point qui est très important, qui nous garantit les aspects, comme j'ai dit tout à l'heure, le security by design
et le privacy by design, et pas que dans des projets informatiques, quel que soit le projet. La norme 27001, elle est très claire à ce niveau-là, c'est que quand on va parler de la sécurité, la sécurité de l'information dans la gestion de projet, c'est un aspect qui touche tout type de projet. Donc, il faut penser sécurité de l'information. Il faudrait qu'il y ait un représentant de la sécurité dans le cadre des comités de pilotage pour qu'on puisse prendre en considération la sécurité dès le départ. Il y a bien sûr les sujets de contrôle d'accès, de gestion des identités. Donc ça, c'est un point important. Il y a un point qui reste important et qui parfois est négligé, c'est la sécurité de l'information dans les relations et dans les accords avec les fournisseurs. Ça, c'est un point important à prendre en considération. Il ne faut pas négliger cela. C'est-à-dire il faut définir ce qu'on appelle les clauses d'abord contractuelles, et puis il faut définir les critères de sélection de ces prestataires pour qu'on puisse travailler avec eux et ainsi de suite. Remarquez que lorsque un attaquant il va vouloir vous attaquer, c'est la tendance actuelle, et d'ailleurs quand vous voyez même la gestion des risques à travers EBIOS, c'est le cas. Il te dit, quand on définit ce qu'on appelle la stratégie d'attaque, une stratégie d'attaque d'un attaquant, c'est tout simplement, soit il va vous attaquer directement, soit il va passer par un intermédiaire. Et la plupart des attaques qui se font actuellement se font via les prestataires avec lesquels vous travaillez. C'est-à-dire aujourd'hui, si vous n'avez pas la garantie que votre prestataire est bien sécurisé et qu'il présente les garanties nécessaires pour assurer la sécurité de l'information, sachez que l'attaque va venir à partir de lui, parce que peut-être vous lui faites confiance, parce que tout simplement peut-être la data, elle sort de votre périmètre et elle va chez lui, elle est stockée chez lui, elle est d'une certaine manière traitée à son niveau. Moi, j'ai des cas de traitement de dossiers maladie et ainsi de suite, où on s'est retrouvé, c'était chez le prestataire, et puis le prestataire ne traitait pas les choses convenablement, et puis on se retrouvait avec des dossiers maladie et ainsi de suite, qui étaient donc, je dirais, à la disponibilité je dirais, de certaines personnes, même certaines informations se trouvaient dans la poubelle et ainsi de suite, alors que c'était des informations très critiques. D'accord? Et ça, c'est des aspects que si on n'essaie pas de le maîtriser, la fuite viendrait de là. Parce que, comme on le dit, la sécurité est toute une chaîne. Si un maillon est faible, c'est toute la chaîne qui devient faible. Et donc, ça, c'est la citation de Bruce Schneier qui dit cela, et c'est tout à fait logique à ce niveau-là. Et il faut comprendre que la sécurité, à ce niveau-là, et d'ailleurs même au niveau des BIOS, on en parle, et on vous dit que celui qui va vouloir vous attaquer, il va essayer d'attaquer le maillon le plus faible. C'est-à-dire aujourd'hui, un lion, quand il va vouloir attaquer un troupeau, il va attaquer à travers je dirais, le plus faible. Il va choisir le plus faible. Et c'est la même chose en termes de sécurité de l'information et en termes de mindset des cyberattaquants. Donc, l'utilisation des services en cloud, donc il ne faut pas les utiliser comme on veut, mais il faut faire une analyse de risque derrière et analyser, par exemple, les aspects, juste à titre d'exemple, de décommissionnement. Quand on va vouloir, par exemple, arrêter la collaboration avec un prestataire cloud, qui me donne la garantie que mes données qui sont en cloud vont être supprimées une fois pour toutes? Qu'est-ce qui va me garantir cela? Donc ça, c'est un point qui reste important. Bien sûr, il y a les aspects de gestion des incidents, de continuité d'activité. Il y a aussi donc, la veille légale et réglementaire qui reste un point important. Slide suivant, s'il vous plaît. Bien sûr, il y a l'aspect aussi des personnes, comme on a dit. Ça passe par, je dirais, le processus de recrutement avant, pendant la période de travail, mais aussi au départ. Il faut gérer ce cycle de vie-là. Il faut bien sûr intégrer les clauses de sécurité dans le cadre des contrats de travail, mais il ne faut pas, je dirais, le faire ou traiter tout le monde de la même manière. Il y a des métiers qui sont critiques où derrière, il faudrait rajouter d'autres clauses, soit rajouter des avenants, soit faire signer ce qu'on appelle des NDA, ce qu'on appelle des Non-Disclosure Agreements. Mais on ne peut pas traiter tout le monde de la même manière avec le même contrat parce qu'on n'est pas tous face aux mêmes données critiques.
Il y en a ceux qui ont accès à des données critiques et ceux qui n'en ont pas accès. Et donc, de ce fait, je dirais, il est très important de déterminer cela. Il y a un autre aspect aussi qui reste important, donc c'est le processus disciplinaire, qui est un aspect dissuasif. Parce que tout simplement, il faut dire que la sécurité, pour pouvoir la mettre en place, ça passe aussi par des mesures dissuasives et en l'occurrence la mise en place d'un processus disciplinaire qu'il faudrait détailler à ce niveau-là. Bien sûr, il y a aussi le travail à distance, qui est un sujet maintenant, le télétravail ou le travail à distance, c'est un sujet d'actualité, mais il faut préparer les gens pour ça, que ce soit en termes de sensibilisation, que ce soit en termes d'outillage et ainsi de suite. Donc, il faut passer vers du VPN, il faut crypter les postes de travail, donc les PC portables, il faut d'une certaine manière sensibiliser les personnes sur les lieux dans lesquels ils pourraient travailler. On a vu des cas où tu as des télétravailleurs qui travaillent dans des cafés, donc dans des zones publiques, où ils utilisent, je dirais, le Wi-Fi public et ainsi de suite. Et ça, d'une certaine manière, c'est des choses auxquelles il faut faire très attention parce qu'on pourrait être amené à faire des discussions, à faire des réunions. Où on va divulguer des informations confidentielles dans des lieux publics où on ne sait pas qui pourrait se retrouver dans ces lieux-là. D'accord? Donc, il est très important de faire attention par rapport à ça. Et puis, il y a un aspect qui reste très important. Et malheureusement, c'est un sujet qu'on ne prend pas trop au sérieux, c'est la déclaration des événements de sécurité de l'information. On en avait parlé tout à l'heure de gestion des incidents de sécurité, mais quand on fait des audits ou quand on fait, que ce soit audit interne ou audit de certification, on pose la question simple aux utilisateurs, est-ce que vous savez ce que c'est qu'un incident de sécurité de l'information? Dans la majeure partie des cas, on n'a pas de réponse. Les gens ne savent pas exactement ce que c'est qu'un incident de sécurité. Donc, comment ils pourraient déclarer un incident de sécurité s'ils ne savent pas exactement ce que c'est qu'un incident de sécurité? Si dans l'outillage, on ne définit pas une catégorie d'incidents qui sont les incidents de sécurité. Donc ça, c'est un aspect qui reste très important à mettre en place. Slide suivant, s'il vous plaît. Donc l'autre point, c'est l'aspect physique. Bon, je ne vais pas rentrer dans trop de détails pour ne pas trop m'étaler dessus, mais c'est les accès physiques, c'est la gestion de tout ce qui est foudre, c'est la gestion du feu, c'est l'utilisation des extincteurs, des systèmes d'extinction des feux et ainsi de suite. Bien sûr, la sécurité du câblage, la maintenance du matériel, ça aussi, c'est des points importants. Donc à gérer principalement au niveau des data centers et ainsi de suite. C'est des sujets qui restent très importants à gérer à ce niveau-là. La maintenance du matériel, c'est un aspect important. La gestion de l'électricité, et puis aussi tout ce qui est élimination, je dirais sécuriser du matériel. Ça aussi, c'est un point très important, ce qu'on appelle aussi la mise au rebut. C'est des points importants à gérer à ce niveau-là. Et puis en dernier lieu, slide suivant s'il vous plaît, on parlera des aspects technologiques. Je ne vais pas être exhaustif, c'est des points sur lesquels mon collègue a discuté au préalable. C'est principalement les endpoints, ça c'est indéniable, c'est l'un des sujets qui présente énormément de problèmes de fuite de données. On laisse les clés USB actives, on laisse, je dirais, plutôt les PC portables ne sont pas cryptés. Je dirais ce qu'on appelle, on autorise l'utilisation des clés USB. Les utilisateurs ont des fois, souvent, les droits administrateurs sur le poste, donc il peut installer ce qu'il veut, d'accord? Donc, ce qui fait qu'on ne peut pas vivre de cette manière-là ou dans cette anarchie sans avoir à maîtriser les endpoints. Il y a aussi les téléphones, je dirais portables, donc je dirais ce qu'on appelle les smartphones. Là aussi, c'est un sujet donc, où la fuite de données pourrait être très importante. Et c'est là où, d'une certaine manière, il faut adopter des solutions MDM, ce qu'on appelle les Mobile Device Management, qui permettent d'assurer ce qu'on appelle un meilleur niveau de protection et de cryptage et de suppression en cas de vol. On a la possibilité de supprimer, je dirais, les données et qu'elles ne soient plus
accessible. Bien sûr, il y a les malwares, donc ça, je ne vais pas en discuter. La gestion des vulnérabilités techniques, ça aussi, c'est un sujet très important, surtout cet aspect d'obsolescence, ce qu'on appelle les éléments qui sont en end of support ou en end of life. C'est des aspects qu'il faudrait, je dirais, identifier, qu'il faudrait analyser et puis décider si on doit les laisser ou si on doit passer, je dirais, à autre chose. Bien sûr, les aspects DLP, l'utilisation de la journalisation et de la surveillance des activités, donc du SIEM sur lesquels repose le SOC. La synchronisation des horloges, c'est un sujet parfois qui n'est pas pris au sérieux et sachez que c'est primordial au niveau d'une organisation. On ne peut pas, par exemple, présenter des preuves lors d'un incident de sécurité si les horloges ne sont pas synchronisées. Donc ça, c'est un point très important. Donc, il y a la sécurité des réseaux et le cloisonnement des réseaux. Ça, mon collègue aussi, on avait discuté tout à l'heure des ransomware et ainsi de suite. Pour, je dirais, ce qu'on appelle assurer une meilleure maîtrise, je dirais, du réseau et limiter les dégâts, il faudrait passer par la segmentation des réseaux. Il y a bien sûr le filtrage web, ça c'est un point important. Le cryptage, le développement sécurisé, principalement s'appuyer sur le WASP, c'est des sujets importants. Souvent, les gens développent, mais n'adoptent pas les techniques de développement sécurisé pour éviter tout ce qui est SQL injection, pour éviter tout ce qui est cross-site scripting, pour éviter tout ce qui est vol de session et ainsi de suite. Ça, c'est des points importants donc qu'il faudrait adopter. La LOASP, ils ont mis en place ce qu'on appelle l'ASVS pour Application Security Verification Standard, qui permet de dire, voilà, pour que votre applicatif soit niveau 1 ou niveau 2 ou niveau 3. Donc là, il y a une démarche relative par rapport à ça, pour la journalisation, pour le cryptage, pour la gestion des sessions, et j'en passe. Et puis, bien sûr, l'un des sujets aussi importants, c'est les audits de sécurité et les tests de pénétration qui restent des éléments importants à faire de façon régulière afin de renforcer, je dirais, donc ce qu'on appelle la sécurité. Maintenant, on ne s'attend pas seulement, je dirais, ce qu'on appelle qu'aux tests d'intrusion ponctuels, mais on est amené, comme c'est le cas des grandes entreprises, à faire du bug bounty et ainsi de suite. C'est-à-dire, on donne des récompenses aux attaquants, je dirais aux white hackers, dès qu'ils trouvent des failles. Cette faille, lorsqu'elle va être détectée, elle va être monnayée et ainsi de suite. Et ils vont recevoir des récompenses par rapport à ça. Donc, on n'est plus que dans un aspect, je dirais, ce qu'on appelle ponctuel, mais on est dans une vérification continue. Bien sûr, il y a aussi, tout à l'heure, on avait parlé de la gestion des incidents de sécurité. Il y a l'utilisation aussi des red teams, des blue teams et ainsi de suite. C'est une certaine manière, c'est un moyen pour préparer les équipes. C'est comme si on va jouer des matchs amicaux avant de, je dirais, de jouer un match officiel. De toute façon, le match officiel, vous allez le jouer. D'ailleurs, il y a une phrase qu'on dit tout le temps, nous, en tant que consultants de sécurité. Je dirais, ne vous posez jamais la question suivante, est-ce qu'on va être attaqué, mais dites-vous quand est-ce qu'on va l'être. C'est aussi simple que ça. Une cyberattaque, vous allez toujours l'avoir. Maintenant, qu'est-ce que vous avez préparé par rapport à ça? C'est ça le plus important. D'accord? Slide suivant, s'il vous plaît. Et donc, en dernier lieu, on va parler aussi d'un des sujets qui reste important. Donc, pour avoir principalement une assurance raisonnable, c'est-à-dire nous ne cherchons pas à avoir une assurance totale parce qu'on n'aura jamais, mais l'audit, il est là pour nous donner cette assurance raisonnable. Donc, c'est pour ça qu'il faut essayer de le faire et de façon, je dirais, récurrente. Donc, l'audit interne est un exercice très important. Il ne faut pas le négliger, il ne faut pas le bâcler. Ça, c'est des choses qu'on a constatées dans certains contextes. Donc, c'est quelque chose qui doit être, je dirais, pris au sérieux. Et on doit le faire, je dirais, donc, en s'appuyant sur des ressources compétentes. Si on n'a pas les ressources internes compétentes qui pourraient le faire,
bien sûr, on ne va pas prendre l'équipe sécurité qui a travaillé sur le sujet pour lui demander de faire l'audit interne. Il faut qu'il y ait une certaine impartialité. Maintenant, si on n'a pas l'équipe d'audit interne qui pourrait le faire, ben, il faut faire appel à un prestataire externe ou à des ressources externes qui vont effectuer cet audit interne. Même si on parle d'audit interne, ça pourrait être externalisé. D'accord? L'audit externe, c'est là où on va faire appel à un prestataire externe ou je dirais ce qu'on appelle je dirais une entreprise externe qui va nous donner une opinion indépendante, je dirais, du niveau de maturité de notre système de management ou de notre programme de cybersécurité, on en est où par rapport aux bonnes pratiques existantes. Et puis, l'audit de certification, il est là pour nous donner cette reconnaissance à l'international. Donc, parce que quand on va être certifié, que ce soit ISO 27001 ou PCI DSS ou autre, ben, c'est une reconnaissance à l'échelle internationale et donc c'est un gage de garantie qu'on a à ce niveau-là. Donc, sur ce, je vous dis merci beaucoup. Désolé d'avoir pris un peu plus de temps, mais le sujet, il est tellement passionnant qu'on ne voit pas le temps passer. Donc, on est à vous, je pense, pour répondre à vos questions et ainsi de suite. Merci encore une autre fois. J'ai une question. Bon, je ne sais pas si c'est M. Fati ou M. K qui va répondre. Quelle opportunité de la cybersécurité offre-t-elle en termes de création d'emplois et de développement économique en Afrique? Je peux répondre si vous voulez. Donc, quelle opportunité? Je pense que c'est un secteur qui est très en vogue actuellement. Et je ne pense pas que c'est un secteur qui risque de, je dirais, où on risque de chômer. Donc, il y a beaucoup de perspectives, beaucoup de domaines d'activité. C'est un métier, je dirais, à part entière, où il y a beaucoup de domaines techniques, organisationnels. Donc, à mon avis, c'est une activité, comme on dit, l'informatique. Les informaticiens ne chantent pas, mais encore plus maintenant, les consultants en sécurité ou les ingénieurs sécurité et ainsi de suite, tous ceux qui interviennent dans le domaine de la sécurité, ils ne risquent pas de chômer parce que je dirais, c'est un sujet, je dirais, d'hier, d'aujourd'hui et de demain. Parce qu'on ne peut pas parler je dirais, de business ou d'activité sans parler de sécurité, sans parler de continuité d'activité. Donc, à mon sens, je dirais, c'est un secteur qui ne fera qu'évoluer. Maintenant, il faudrait bien sûr, je dirais, que les entreprises fassent les bons choix et qu'ils ne se focalisent pas seulement que sur les aspects technologiques, mais il faut qu'ils aillent aussi en profondeur sur les aspects organisationnels, parce que c'est là où on constate réellement un manque à ce niveau-là. D'accord, ok. Monsieur K a quelque chose à dire? Oui, hein, je pourrais y rajouter et en même temps pour répondre peut-être à la question. Si vous me permettez, si je peux comment dire, partager mon écran pour vous Oui, donner un peu un ordre d'idée par rapport à la réponse que je vais peut-être apporter. Alors, est-ce que je peux screen? Yes. Tab. Je vais voir ici. Alors, je vais prendre juste celui-là. C'est lequel? Let's defend. Excusez-moi. Voilà. Ça, c'est les attaques. Alors, vous voyez bien mon écran? J'espère bien. C'est bon? Est-ce que vous voyez mon écran, ce que j'ai partagé? Oui, c'est bon. Oui, C'est c'est bon, c'est voilà. bon.
Voilà, donc ce que vous voyez là, pour répondre à la question en même temps, pour aussi peut-être un peu plus développer sur la question, vous voyez qu'ici, c'est une cartographie en fait des différentes menaces qui ont été recensées sur des infrastructures publiques en France. Donc, et ça, c'est en live. Donc, on peut voir ici, je pense quand on fait visualiser les données, on voit que c'est des communes, des mairies, voilà, des hôpitaux, etc., etc. Il y en a énormément. Donc, c'est tout le long de la France, comme vous pouvez le voir. Donc, si on avait pu peut-être faire la même, en fait, cartographie en Afrique, vous aurez compris. Aujourd'hui, quand vous allez, en fait, sur des sites comme LinkedIn ou autres, il y a même des sites qui sont réservés qu'au recrutement par rapport à la cybersécurité. Et donc, comme M. Facile a si bien dit, dans la cybersécurité, il y a plusieurs activités, il y a plusieurs métiers maintenant qui commencent à émerger. Avant, c'était déjà le cas, maintenant encore plus. Et donc, personne n'est épargné par rapport à la cybersécurité. Pourquoi? Parce que ces entreprises-là, qu'elles soient privées ou qu'elles soient en fait publiques, aujourd'hui sont en fait menacées et il y a un réel besoin de recruter pour faire face donc à ces cyberattaques-là. Alors, si je fais un peu la même, ça me permettra de rebondir sur l'autre. Donc, vous voyez ici, on peut, tout ce que vous voyez ici en rouge, ça, c'est des hôpitaux. Et récemment, moi, j'ai suivi l'actualité en France. Il y a énormément, en fait, maintenant, de structures de santé qui sont, comment dirais-je, attaquées. Et ça aboutit à quoi? À une fuite, en fait, et une divulgation, en fait, des données à caractère personnel. Et l'autre chose, c'est quoi? C'est qu'aujourd'hui, avec ces données à caractère personnel, les attaquants peuvent maintenant partir de ces données-là pour commencer à attaquer les individus eux-mêmes. Certains, comme ça, se sont fait attaquer comment dirais-je, en s'attaquant à leur compte bancaire, des trucs comme ça. Donc on quitte même l'entreprise pour ensuite passer ou aller sur les individus. Donc, ça veut dire que maintenant, les personnes sont liées aux entreprises et voilà, on ne peut pas en quelque sorte les détacher. Donc, la sécurité des entreprises, quelque part, revient aussi à être la sécurité même des individus, j'ai envie de dire. Alors, si je fais, comment dirais-je, l'autre partage également, pour qu'on puisse toujours voir un peu dans la même lignée, ici, on peut voir dans cet écran que je partage, ça c'est un site qui recense l'activité en fait des groupes de ransomware, les attaquants qu'on a souvent donc dans ce sens-là. Vous voyez, ça, ce sont les entreprises qui sont victimes. Là, on a les entreprises qui sont victimes et là, on a les groupes des cyberattaques des criminels qui font des attaques sur les sociétés que vous voyez. Et ici, on a la date. Vous pouvez voir ici, on est le 16. Et aujourd'hui, du 16 aujourd'hui, voilà, on a toutes ces entreprises qui se sont fait attaquer et on peut défiler. Vous voyez les drapeaux, en fait, des pays qui sont concernés par ces attaques-là. Les États-Unis, qu'on pense être en fait les meilleurs en termes de cybersécurité, ne sont pas épargnés. L'Espagne ici, l'Angleterre, l'Australie, etc. Donc, aujourd'hui, il ne faut pas que l'Afrique attendre qu'il y ait des ravages comme ça dans ce cas-là. Et vous voyez ici, il y a énormément de groupes, je peux les citer, Logbit, Akira, Ransom Hub, Hunter, etc., Rowald, etc. Donc, il y a énormément en fait de groupes qui s'organisent. C'est devenu maintenant, en fait, les attaques sont devenues maintenant un métier. Il y en a qui s'organisent que pour ça et ils vivent de ça. Et donc ça, je pense que les entreprises doivent le comprendre pour justement pouvoir prendre en fait les devants et essayer d'avoir une réponse qui est adéquate. Comme on dit, il n'y a pas en fait de risque zéro, mais qu'on puisse donc atteindre. Donc effectivement, le marché est ouvert donc dans ce sens-là. Il y a énormément donc de possibilités et je pense que même l'offre est même peut-être un peu supérieure, plus ou moins à la demande donc dans ce sens-là. Donc c'était ce que je voulais ajouter. Donc sur cette part-là, en même temps, vous montrez également la puissance et aujourd'hui la teneur en fait des événements donc de cybersécurité un peu dans le monde. Et donc
que ce soit l'Afrique ou le Sénégal, ne serait pas en reste par rapport à cela. Merci beaucoup, M. K. Y a-t-il encore d'autres questions? Je pense qu'il y avait une question sur le chat où une personne nous a demandé quelles sont les certifications qu'on pourrait faire en tant qu'étudiant. Alors bon, les certifications dont je vais parler, c'est des certifications professionnelles, c'est-à-dire après vos études, vous pouvez déjà commencer à les faire. Ben, les certifications, donc, tout dépend de là où vous voulez vous orienter. Est-ce que c'est sur l'aspect organisationnel? Est-ce que c'est sur l'aspect technique? Maintenant, bien sûr, si vous voulez y aller sur des aspects de technique, de pen testing et ainsi de suite, bon, il y a le CEH qui est connu, mais il n'a pas le poids face, par exemple, à la certification du GIAC, par exemple. Le GIAC, il présente un certain ensemble de certifications assez intéressantes en termes de tests de pénétration. Si vous voulez avoir une idée sur les normes et sur ce que c'est que, je dirais, les normes de sécurité de l'information, là, il y a ce qu'on appelle tout ce qui est ISO 27001, 27002, donc qui est un peu le détail de l'annexe A de la 27001. Bon, il y a la 27005 pour le risk management, il y a la 27032 pour les aspects cyber, de cybersécurité, la 27035 pour la gestion des incidents de sécurité. Il y a aussi donc tout ce qui est COVID 2019, par exemple, qui touche en partie la sécurité, mais qui parle de la gouvernance de manière générale. Il y a aussi le volet, donc, ce qu'on appelle le NIST Cyber Security Framework. Il y a aussi la certification CISM, par exemple, pour tout ce qui est Certified Information Security Manager de l'ISACA. Il y a aussi le CISSP, par exemple, d'IC Square. Il y a aussi, bon, IC Square, donc c'est aussi d'autres certifications donc sur la sécurité du cloud et ainsi de suite. Donc, il y a des cursus de certification très connus à ce niveau-là et très demandés donc, sur le marché du travail. Donc, bon. Je pense que si Oumar Ly qui avait une question qui a levé la main. Bon, déjà, j'ai répondu à la question. J'espère que celui qui voudrait poser la question, il pourrait la poser. Et puis, c'est soit moi, soit cher. D'accord. Oumar Ly, nous t'écoutons. Bonjour, vous m'entendez? Oui. Oui. Je n'ai pas une question, mais plutôt une contribution, si vous permettez. Oui, bien sûr. Allô? Oui, Oui, bien nous sûr. t'écoutons. Vas-y. Ah, ok. Merci pour cette présentation. Il y a un moment donné, Monsieur Ferry, je vous ai entendu dire concernant la partie développement et déploiement qu'on ne peut pas être juge parti. Je voulais juste soulever ce point-là. En fait, aujourd'hui, il y a un vrai problème à ce niveau. D'un point de vue des développeurs, ce sont des gens qui ont tendance souvent à se concentrer sur le métier, à savoir écrire du code pour répondre à des besoins fonctionnels. Donc, qui souvent n'ont pas les compétences système requises en fait pour faire un déploiement sécurisé. Ça, il faut le reconnaître. Mais ce qu'on a aussi tendance à voir, c'est du côté des administrateurs système aussi, des gens qui sont en total déphasage en fait avec les technologies de développement. Donc, si on met à disposition à ces gens-là des applications qu'ils vont devoir déployer, il y a énormément de soucis. Il y a énormément de soucis d'un point de vue configuration, d'un point de vue fonctionnel, c'est-à-dire faire en sorte que les applications puissent tourner en prod. C'est quelque chose que moi, personnellement, j'ai eu à voir en tout cas, une situation que j'ai rencontrée dans mon expérience personnelle. Et ça cause pas mal de problèmes. On se retrouve avec des gens qui sont un peu en conflit parce que les développeurs n'ayant pas les compétences nécessaires pour faire les déploiements sécurisés et les administrateurs de l'autre côté qui n'ont pas
en tout cas, toutes les notions de développement qu'il faut pour faire tourner les applications en propre, on se retrouve vraiment dans une situation qui est un peu catastrophique. Et c'est vrai qu'on ne peut pas être jugé parti à la fois, mais dans ce genre de situation, on a tendance à faire recours à des gens qu'on appelle des DevOps, des gens qui ont des compétences en développement, mais qui ont aussi des compétences en système, en fait qu'ils puissent assurer une bonne mise en place d'un point de vue architecture, d'un point de vue de déploiement des applications de façon sécurisée. Donc, c'est vrai qu'on ne peut pas être juste parti, mais je pense aussi que ça, c'est une bonne solution, en fait, qui est quand même pas mal pratiquée aujourd'hui. Et je pense qu'aujourd'hui, même ici au Sénégal, il y a souvent, quand on regarde les offres d'emploi, les gens recrutent uniquement des administrateurs système d'un côté ou bien des développeurs de l'autre côté, mais je pense aussi que c'est important aussi de préciser qu'il est important de partir sur cette base, sur la base des profils DevOps qui ont un tout petit peu le pied dans les deux parties. Donc ça permet déjà d'un point de vue d'architecture de base, d'avoir une bonne architecture d'un point de vue code et d'un point de vue déploiement. Et entre guillemets, on va même faire des déploiements automatisés. Ensuite, quand on voudra ajouter la couche sécurité, donc ça va être beaucoup plus facile. En tout cas, c'est juste la contribution que je vous ai apportée. Merci pour l'attention. Merci pour... monsieur. Merci. Juste pour ajouter sur ce point-là, c'est vrai, bon, vous avez répondu au final, quand vous avez parlé du DevOps, c'est principalement du DevSecOps. Ça permet je dirais, de répondre à cette problématique-là. Mais maintenant, c'est vrai, dans les pratiques, c'est ce qu'on retrouve. On retrouve des situations pareilles, et ça, c'est quelque chose qui n'est pas autorisé dans les bonnes pratiques de sécurité de l'information. Donc, si j'en ai parlé, c'est principalement pour apporter je dirais, des éléments de réponse par rapport à ça et ne plus rester dans le modèle classique qu'on a l'habitude de voir. Oui, effectivement. Merci beaucoup. Donc, pour ceux qui n'étaient pas là, Effectivement, hein, donc juste pour ajouter, en fait, c'est ce qu'on était en train de dire. Aujourd'hui, ce sont ces problématiques qui font naître de nouveaux métiers. Et c'est pourquoi, justement, pour répondre à la première question, ça ouvre toujours des possibilités. Il y a de nouvelles possibilités qui vont être créées avec les besoins au fur et à mesure, en fait, que les technologies, en fait, avancent. Donc, effectivement, dans ce contexte-là, maintenant, on parle plus même de DevSecOps, donc quelqu'un qui peut faire un peu les trois, comme vous dites, quoi. Voilà, c'est juste ce que je voulais rajouter sur ça. merci beaucoup, M. K, et merci beaucoup, M. Fassi. Donc, pour ceux qui n'étaient pas là au début du webinaire, donc en fait, nous sommes un organisme de certification. Donc, nous opérons au niveau du Maroc, de la France, du Sénégal et du Kenya. Et au niveau du Sénégal, on a pas mal conquis le marché. C'est vrai qu'il y a plusieurs concurrents, mais aujourd'hui, on a pu travailler aujourd'hui avec Kako, Kosama, Delta. Et nous accompagnons actuellement aussi CGMA, bon, qui est la marque CO. Et aussi en termes de formation, nous faisons aussi des formations de certification et aussi des formations en QHSE. Et sans oublier, je tenais aussi à remercier à tous ceux qui ont honoré notre invitation et qui ont participé à ce webinaire. Et nous vous informerons pour le prochain webinaire, soit par mail ou aussi sur nos réseaux sociaux. Merci tout le monde et à bientôt. OK, et merci beaucoup. Merci. OK. Merci à tous.